Merci de votre présence et participation. Nous donnons accès à tous les participants, mais nous sommes sur le point de commencer. Bien, je pense qu'on y est. Chers collègues, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Connaître les faits, comment les communicateurs peuvent identifier et répondre à la désinformation sur les vaccins. Je m'appelle Laetitia Lynch, je suis directrice de communication à l'Organisation panaméricaine de la santé et c'est un plaisir que d'animer ce panel, un séminaire dans le contexte d'une nouvelle mouture de la semaine des vaccins dans les Amériques et qui s'adresse à vous, les collègues communicateurs et experts de la communication. Nous sommes tous confrontés à un défi de plus en plus urgent, la question de la désinformation. Nous avons l'interprétation disponible. Si vous allez au bas de l'écran Zoom, vous verrez le petit bouton de l'interprétation. Elle est disponible en anglais, en français, en portugais et en espagnol. Et donc, si vous avez besoin d'interprétation dans l'une des langues, vous avez accès et je vous le rappellerai alors que nous évoluons dans le webinaire. Nous sommes tous confrontés à cet énorme défi de plus en plus urgent, celui de la désinformation que nous avons vu croître dans le contexte de la pandémie, mais elle adopte différentes formes dans le secteur santé. Cela devient de plus en plus clair et il devient de plus en plus urgent d'aborder ce problème. Peut-être que l'un des domaines les plus affectés de manière historique par la désinformation, ce qui a un impact énorme sur la santé, c'est l'immunisation. Donc, il n'y a pas de meilleure occasion que celle-ci que pour présenter ce type de webinaire. Dans le cadre de la semaine de la vaccination, nous focalisons donc sur ce défi qui se développe au cours des années récentes dans notre région, ainsi que dans le monde d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons avoir une, un- une introduction du directeur du programme d'immunisation à l'OPS, le docteur Salas, après quoi nous entendrons des orientations, une présentation par Lorraine Bulanovic, experte en immunisation, consultante pour l'OPS, experte en matière de désinformation. Lorraine va nous apporter des conseils pour identifier ce qu'est la désinformation et comment relever ce défi dans le contexte de l'immunisation. Après quoi, nous aurons un temps pour les questions et réponses. Vous voyez qu'il y a une section qui dit Q et A au bas de votre écran, questions et réponses, questions and answers. Et dans le contexte des présentations, posez vos questions par écrit et nous essaierons d'y répondre à la fin de la présentation. Sans plus, donc, je donne la parole au docteur Daniel Salas, directeur du programme d'immunisation de l'Organisation panaméricaine de la santé. Docteur Salas, vous avez la parole. Merci beaucoup, Laetitia. Bonjour à tous. C'est un plaisir que de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire dans le contexte d'un des événements les plus importants en vaccination pour les Amériques, à savoir la semaine de la vaccination pour notre région. Et il s'agit de la 23e euh, mouture et le thème, c'est ta décision fait la différence, ce qui souligne l'importance que chaque action que nous prenons et l'impact que cela peut avoir sur notre santé individuelle ainsi que sur la santé de nos familles et de nos communautés, simplement basée sur une décision qu'en fin de compte nous prenons sur la base d'informations qui proviennent de différentes sources ou d'idées préconçues que nous avons déjà. Les vaccins et les programmes de vaccination sont l'une des interventions de santé publique qui a le plus grand appui scientifique et qui a un des plus grands impacts dans l'histoire de l'humanité. Nous avons su réduire énormément
les maladies et la morbidité, les décès, donc la mortalité due à ces maladies infectieuses. On a éliminé la variole et on a contrôlé la rougeole, la poliomyélite, la diphtérie. Et pour ce qui est de la rougeole et de la polio, il n'y a pas de transmission maintenue sur notre continent, dans notre région. Ceci donc a mené à une diminution considérable de la mortalité infantile, des décès parmi les enfants de moins d'un an, mais également les bénéfices s'étendent tout au long de la vie parce que il y a maintenant des vaccins pour les adolescents ou les adultes, par exemple, ceux qui agissent, celui contre le papillome humain qui cause le cancer du col de l'utérus, ainsi que le vaccin contre la grippe et d'autres. L'efficacité et la sécurité de ces vaccins sont appuyées par des décennies de recherche et de suivi continu. Et la mise en œuvre de ces campagnes protège ceux qui se font vacciner, mais contribue à la protection collective, particulièrement de ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales, ce qui apporte énormément de bénéfices qui couvrent pratiquement tous les secteurs de la société, du secteur productif, éducatif, tourisme et marché du travail, notamment. Malheureusement, comme le disait Laetitia, au cours des années récentes, la désinformation a joué un rôle très important dans les conversations sur la vaccination et a influé sur les perceptions et les idées d'un grand nombre de personnes, ce qui affecte la prise ou non de décisions qui auront un impact profond sur la qualité de la vie ou sur la vie elle-même, sachant que les maladies évitables ou, ou dont les vaccins réduisent la gravité peuvent euh, provoquer des séquelles, provoquer l'hospitalisation, voire vous tuer. Il y a des informations euh, incorrect sur les vaccins et a donc un impact négatif sur la vaccination lorsque cette information est fausse. Et les intentions de vaccination sont affectées, notamment parmi les personnes qui ont déjà été vaccinées. Voilà pourquoi il est important que nous abordions la désinformation pour améliorer l'opinion et la perception de la population sur la vaccination et ainsi que les normes sociales qui entourent cette décision. Voilà pourquoi nous vous avons réunis ici. Au cours des 60 minutes à venir, nous allons étudier les techniques pour aider le public à comprendre comment et pourquoi la désinformation sur les vaccins est diffusée. Nous allons mettre en relief comment la propagation de fausses nouvelles est très dangereuse et peut affecter la confiance et mettre à risque les progrès en matière de santé publique obtenus jusqu'à présent. En outre, nous allons partager des conseils sur comment détecter la désinformation sur les vaccins et nous allons vous offrir certaines stratégies pour lutter contre la désinformation en la matière. Ce webinaire est un appel à l'action pour approfondir et extirper la désinformation et les outils de vérification et ainsi que le potentiel de l'écoute sociale pour nous immuniser, pour nous protéger donc contre l'infox qui malheureusement nous envahit en cette époque d'information abondante et rapide. Parce que force est de reconnaître que nous vivons une époque très différente de la situation d'il y a 20 ou 30 ans où les réseaux sociaux et l'Internet n'étaient qu'une idée qui commençait à germer. Vous, les experts de la communication, sont des alliés euh, très important dans ce secteur. Et pour vous faciliter la tâche, j'ai le plaisir de vous dire que sous peu, nous aurons une série de matériels de communication et de guides conçus spécifiquement pour appuyer votre travail essentiel dans la lutte contre la désinformation sur les vaccins. Ces matériaux sont orientés vers différents publics. Certes, les autres communicateurs dans les ministères de la Santé, les journalistes, les travailleurs de la santé, les leaders des programmes d'immunisation, les créateurs de contenu, les éducateurs notamment. Ces ressources seront disponibles pour être consultées dans les 4 langues sur le site web de l'immunisation de l'OPS, aux côtés d'autres matériels disponibles, et nous vous invitons à visiter le site pour obtenir des informations véridiques sur les vaccins et comparer les données. Et enfin, je voudrais vous indiquer qu'aborder la désinformation n'est pas une panacée pour augmenter la couverture vaccinale. À l'OPS, nous vous demandons d'étudier les raisons pour lesquelles la vaccination s'est réduite dans certaines régions. Il y a des facteurs de comportement et sociaux, ainsi que l'offre des services. Il est crucial d'identifier les barrières d'accès aux vaccins
de sorte que nous puissions mettre en œuvre des interventions efficaces et spécifiques. Merci beaucoup une fois de plus de votre intérêt et de faire partie de cette conversation importante dans le contexte de notre semaine de vaccination de les Amériques, qui est très célèbre, et sa version 2025. Merci, merci beaucoup, Docteur Salas. Une question très importante, bien entendu, l'impact que peut avoir l'information fausse ou la désinformation sur la vaccination, sur la santé. Et ce sont des effets réels que nous avons ressentis, nous avons des exemples. Pourquoi ça se produit? Que faire face à la désinformation qui commence à apparaître dans le contexte de l'immunisation? J'invite Lorraine Vulanovic, communicatrice, consultante de l'OPS et qui travaille sur la désinformation, sur l'immunisation, qui va aborder tous ces aspects et par la suite, vous aurez l'occasion de lui poser vos questions. Souvenez-vous d'utiliser la boîte Q&A, questions et réponses. Nous avons plus de 100 participants aujourd'hui et donc pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de prendre la parole, utilisez ce véhicule pour vos questions. Mais Lorraine, à vous. Merci Laetitia, merci docteur Salas et merci à vous tous d'être connectés avec nous à cette semaine de la vaccination dans les Amériques. Je vais passer à l'anglais parce qu'il y a beaucoup de contenu ici que je veux passer en revue et ça ira un peu plus vite. Si je présente en anglais, nous allons partager dans le chat, Juan José ou Fernando, les liens si vous préférez suivre la présentation en espagnol. La présentation PowerPoint existe en espagnol et vous pourrez donc la suivre parce que la version PDF sera affichée dans le chat. Merci beaucoup. Cela a déjà été dit euh, aujourd'hui dans le contexte du webinaire, mais c'est important néanmoins. Je veux souligner que l'information sur les vaccins, la désinformation sur les vaccins est dangereuse et peut-être mortelle, mais ce n'est pas nouveau, comme Laetitia l'a mentionné. Cela existe depuis les vaccins, depuis que le docteur Jenner a eu l'idée d'utiliser un vaccin pour protéger les patients contre la variole. Il y a eu une hésitation et il y a de la mésinformation. Ce n'est pas quelque chose qui soit nécessairement nouveau, mais c'est quelque chose qui devient plus grave et qui malheureusement euh, croît en importance au cours des années récentes, notamment avec l'introduction des vaccins contre la COVID. Et vous êtes communicateur qui travaillez dans la santé, et je suis sûr que vous avez tous votre propre point de vue, vos propres anecdotes que vous avez vues au cours des années récentes. Mais comme le docteur Salas l'a dit, il y a maintenant eu des études multiples qui montrent que l'exposition à la désinformation sur les vaccins affecte négativement les attitudes par rapport aux vaccins et leurs intentions de se faire vacciner. Ça parmi ceux qui ont déjà été vaccinés par le passé. Donc un comportement que les gens peuvent adopter et qu'ils ont adopté, ils changent de comportement lorsqu'ils sont exposés à la désinformation. Et nous voyons bien entendu un plus grand impact lorsque cette désinformation, bien entendu, dit des choses sur l'innocuité des vaccins, donc toute information trompeuse qui parle du fait que les vaccins ont des effets secondaires inconnus, des effets à long terme, ou accroît le risque de- d'hypertension, euh, affecte les intentions de vaccination et également la désinformation qui sont, par exemple, des théories de conspiration autour des vaccins de la COVID. Eh bien, si vous vous faites vacciner, on va vous donner une micropuce et vous allez devenir transmettre retransmettre les réseaux 5G. Certaines choses semblent un peu extrêmes et les gens n'y croiront peut-être pas. Mais si ça semble être vraisemblable du point de vue scientifique, alors cela a un plus grand impact. Quelques commentaires avant de commencer. Cette planche semble un peu absurde en espagnol, je m'en excuse, mais la désinformation et la mésinformation, il y a des différences entre les deux. La désinformation, c'est une information fausse diffusée de manière malveillante, alors que la mésinformation, c'est bénin. Les gens essayent de partager des informations parce qu'ils veulent partager des informations. Ils veulent alerter les gens, mais ils n'essayent pas. Ce n'est pas malveillant. Nous utilisons la désinformation dans notre présentation
pour couvrir tous ces concepts. Et le docteur Salas l'a dit, mais c'est très important, donc je le soulignerai à nouveau. Le comportement humain de manière générale, mais particulièrement lorsqu'il s'agit de l'immunisation, est très complexe. Donc, lutter contre la mésinformation, la désinformation est très important et vaut bien un investissement en temps et en ressources. Mais ça ne va pas résoudre le problème, hein. Rappelons-nous-en lorsqu'on y pense. Bien, qu'est-ce que la mésinformation et comment la détecter? La mésinformation est toute information fausse à propos des vaccins et qui est conçue pour être diffusée rapidement. Vous savez, sans aucun doute, ça va beaucoup plus vite et plus loin que la vérité, car n'importe qui peut maintenant dire ce qu'il ou elle veut à propos des vaccins. Et alors que nous essayons de réfuter cette information, il faut que nous suivions une série d'étapes. D'abord, faire des recherches. Quelle est la terminologie appropriée? Il faut vérifier avec le groupe d'experts, veiller à ce que ce ne soit pas de jargon ou qu'on puisse apporter des ajustements. Et tout cela, à nous, ça nous prend du temps. Alors que pendant ce temps-là, ceux qui nient la science peuvent publier n'importe quoi. Mais nous savons que la mésinformation euh, s'enracine dans certaines circonstances. Tout d'abord, et pour ceux d'entre vous qui ont travaillé euh, en matière de communication, vous le savez que lorsqu'il y a des défaillances d'information, particulièrement au moment de crise, si le ministère de la Santé ou entité chargée de répondre ne publie pas d'informations rapidement, eh bien, quelqu'un va combler cette déficience, et ceci s'applique non seulement au vaccin, mais à toute crise d'ailleurs. Lorsqu'on offre des applications simples à des situations complexes, nous l'avons vu lors de la pandémie de la COVID. Et là, on se pose des questions philosophiques que se pose l'humanité, mais ce n'est pas le moment d'envoyer ce genre d'informations. Pourquoi sommes-nous face à cette situation, etc. Et lorsqu'il y a une explication simple qui est présentée, de la conspiration, par exemple, les PDG de pharmacie, de grandes sociétés pharmaceutiques, ont inventé cette histoire pour vendre davantage de vaccins. Ça semble correspondre et donne une explication très simple à ces questions complexes. La mésinformation a aussi un côté de persuasion profonde un- et qui fait appel aux sentiments. Lorsqu'on utilise les émotions, les sentiments, eh bien, la mésinformation s'enracine. Ceci correspond aussi à une vision du monde qu'ont les êtres humains. Les êtres humains aiment avoir raison. Nous aimons que l'on affirme notre vérité. Et donc, nous cherchons des informations qui confirment nos convictions. Si quelqu'un remet en cause le vaccin, leur innocuité, leur efficacité, et s'il voit un article sur le site d'information qui dit les vaccins sont dangereux, vous ne devez pas vous faire vacciner, etc. Dans ce cas-là, voilà, je le savais bien sûr, c'est évident. Donc ça correspond à la vision du monde qu'a l'individu. Ça approche aussi les gens d'une tribu, d'un groupe. On l'a vu pendant la pandémie de la COVID-19. La réponse des gens à des mesures de santé publique, surtout au début de la pandémie et lorsqu'on a introduit le vaccin, sont devenues politisées. Et on a remis en cause l'identité de chacun. Et lorsqu'on voit une information en ligne dans leur chat de groupe ou que ce soit, ils disent, bon, si je partage cette information, sans me préoccuper de savoir si elle est vraie ou non, je partage les valeurs de mon groupe, je partage la même conviction. Et ce que vous dites dans ce cas-là devient votre identité. D'où vient cette mésinformation? N'importe qui, d'ailleurs, peut afficher n'importe quoi sur les réseaux sociaux maintenant.
à condition d'avoir l'outil, c'est facile à faire. Mais il y a des études au cours des dernières années qui sont basées sur le cas des super communicants, qui sont ceux qui diffusent le plus d'informations fausses en ligne sur les vaccins et qui et qui gagnent des millions de dollars tous les ans en diffusant, en divulguant ces informations. Ils vendent des suppléments, des vitamines, des remèdes miracles et ils disent, si vous achetez, si vous ingérez mon produit, vous n'aurez pas besoin de vous faire vacciner. Ils vendent des livres qui expliquent le pourquoi de la pandémie, est-ce que c'était un coup monté, toutes les théories de conspiration qu'elles vous pouvez imaginer. Comment éduquer vos enfants sans vaccin, etc., etc. Vous pouvez d'ailleurs devenir membre de ces comptes pour avoir accès au contenu. Ces personnes sont payées pour parler, pour organiser des conférences et gagnent énormément d'argent en diffusant ces mésinformations et en vendant leurs produits. C'est d'ailleurs très intéressant car ils savent très bien comment utiliser les plateformes des réseaux sociaux et ont des relations réciproquement positives, bénéfiques. Ils, ils ont des contacts avec ceux qui nient, refusent la vaccination et j'espère tout simplement que ceux-là se rendront sur le site pour acheter leurs produits. Les plateformes des réseaux sociaux font passer un énorme trafic d'informations, de mésinformations. Et à moins que ces créateurs de contenu ne souhaitent être altruistes, ce qui est très rarement le cas, ces créateurs de contenu savent aussi comment utiliser les algorithmes dans la plateforme. Peut-être que certaines personnes ont des questions, ne sont pas nécessairement opposées au vaccin, mais ont des questions, et elles trouveront la réponse à ces questions sur ce genre de contenu. Ils utilisent également des bots qui biaisent l'algorithme, car ils peuvent donner l'impression, un article lui dit les vaccins ne sont pas sûrs, euh, et ces informations sont publiées à diverses reprises et plus elles sont diffusées, plus on a envie de les divulguer. Nous savons donc que certaines personnes gagnent énormément d'argent grâce à cette mésinformation. Alors, comment identifier? Et tout d'abord, il faut voir les tactiques qui sont utilisées pour en cas de mésinformation à propos des vaccins. Pensons-y comme si c'était le signal d'alarme. Et ça, si, ça applique non seulement à la mésinformation relativement au vaccin, mais mésinformations sur n'importe quel autre sujet. Les tactiques sont un peu les mêmes. Bon, il faut d'abord éveiller de fortes émotions, la peur d'abord, la colère, le dégoût, un sentiment de supériorité. C'est lorsqu'on confirme votre biais d'information, vos propres idées. Là, vous direz, ben, je vous l'avais bien dit. Ou encore un sentiment de tristesse, des bébés innocents qui meurent tragiquement un mois après avoir été vaccinés. Et vous pensez alors, mais c'est affreux, c'est un bébé. Et on continue à élaborer, échafauder des idées. C'est un petit peu comme si on avait une réaction purement émotionnelle. On encourage des théories de la conspiration pour expliquer les choses d'une façon simpliste. Réponse simple à une question complexe, ou alors on a recours à des craintes profondes, et on vilifie certains groupes. C'est ce qui nie le bien fondé des vaccins. euh, les négationnistes se font passer pour des experts, des autorités. Et j'utilise euh, un portrait, par exemple, Dr. Fauci, on l'a vu souvent pendant la pandémie de la COVID et auparavant, lorsqu'il travaillait sur le VIH.
Mais on fait apparaître cette photo en ligne et on dit, en sous-titre, Anthony Fauci, voilà, a fait ceci, cela et l'autre. Donc, ils utilisent un individu respecté, bien connu, et qui dit tout ce que j'ai dit auparavant à propos des vaccins, je le retire, je me suis trompé, et donc ça permet de discréditer les vaccins. Et ils inventent également, les négationnistes, ils inventent des experts. Ils inventent un spécialiste. Le docteur XYZ dit que son étude a constaté que les vaccins font baisser le quotient intellectuel de 10 points chez les enfants. Et puis aussi, il présente des normes impossibles à atteindre pour les vaccins. Et qui dit par exemple, à moins que le vaccin soit 100% efficace pour prévenir la maladie et ne prenne absolument aucun risque, il ne faudrait pas l'utiliser. Ça, c'est une norme, c'est placé à la barre extrêmement haut et on le voit à propos d'aucun médicament. Il y a un risque simplement de sortir de chez soi et de traverser la rue. Il faut donc, si on vous dit un vaccin ne peut présenter absolument aucun risque, alors que l'on sait que les vaccins qui existent déjà n'ont pratiquement pas de risque comparé à ce qui se passe lorsque vous ne vous faites pas vacciner. Et la réaction, c'est que je dirais, ah, si c'est pas efficace à 100% et totalement sûr à 100%, je ne vais pas me faire vacciner. L'ancien appel à la nature. Ce sont ceux qui disent, oh, je ne sais pas quoi faire. euh, il n'est pas nécessaire de se faire vacciner. Laissons que la nature nous aide. La nature, eh bien, il faut avoir confiance dans la nature. L'immunité naturelle va se manifester. Tout cela est difficile à nier. On voit aussi des trolls. Parfois, ce sont des personnes réelles, parfois, ce sont des bots, mais qui sont en ligne et qui manifestent des opinions extrêmes. Ils essayent de susciter des drames, d'interviewer des gens, de polariser les opinions sur la question de la vaccination et de créer des divisions. Alors, il faut chercher à détecter ce genre de personnes qui existent. Elles sont en ligne et ne l'oubliez pas lorsque vous verrez un contenu que vous allez partager. On voit également que les négationnistes sont sélectifs quant aux sources qu'ils utilisent. S'il voit quelqu'un qui a dit, bon, voyez ce médecin qui a dit que ce vaccin entraîne un risque de myocardite et qui est énorme pour les enfants, ça prouve que le vaccin n'est pas sûr et donc c'est un véritable médecin, donc il ne faut pas utiliser le vaccin. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est l'opinion d'une seule personne, alors que toutes les autres données, tous les autres médecins qui travaillent dans le même domaine euh, ne partagent pas cette opinion. Ce n'est pas une véritable perspective authentique de ce que pensent et croient les experts. Ils discréditent également les experts qui appuient la vaccination. Ils vont dire, bon, oh, cette personne tire beaucoup d'argent des compagnies pharmaceutiques pour encourager la vaccination. Donc, on essaye de discréditer le savoir-faire, l'expérience de cette personne, hein, de ce médecin, par exemple. On voit également recours à la fausse logique, à la fausse rationalité. On présente des anecdotes et non pas des données. Lorsqu'on dit un échantillon d'une personne, oui, une personne a reçu le vaccin et est devenue malade. Ce vaccin ne vaut rien. Euh, donc, on essaie de prendre une toute petite anecdote que l'on extrapole pour utiliser et recourir à ce système. Et les négationnistes aiment beaucoup ceci. C'est un exemple. Une manchette réelle qui est apparue dans le Chicago Tribune, qui est un journal respecté et connu ici aux États-Unis. Et
Et ils ont dit, je sais que ça disait mars, c'est quand j'ai pris la photo, mais c'est lorsque les vaccins étaient introduits pour la première fois. Regardez cette manchette. Ça dit un docteur sain est mort 2 semaines après avoir reçu un vaccin de la COVID-19 et la CDC, les CDC enquêtent pourquoi. Beaucoup de gens, la plupart des personnes, ne lisent que les manchettes lorsqu'ils voient des articles sur les réseaux sociaux et dans des chats. Donc, ils ne prennent pas le temps de lire. Et cette manchette est très préoccupante, mais si en fait vous obtenez davantage d'informations, si vous lisez l'article, ce n'est pas aussi grave que cela semble. Mais la raison pour laquelle ceux qui nient la science aiment ce type de choses, c'est que techniquement, c'est vrai. D'autres choses que j'ai mentionnées, vous pourriez les identifier sur les différentes plateformes de réseaux sociaux comme étant de la mésinformation. Et si l- les réseaux sociaux vérifient la mésinformation, comme ils devraient le faire en théorie, on enlèverait cette information. Mais ceci ne sera pas enlevé, parce que techniquement, c'est vrai. Mais on n'explique pas les nuances de la situation et la vérité. Et la réalité, en fait, est que c'est pas du tout aussi préoccupant que ce que dit la manchette. Mais ceux qui sont anti-vax et ceux qui propagent ce type de mésinformation adorent ce type de contenu parce que c'est utile pour eux. Comment repérer la mésinformation en ligne? Encore une fois, ce n'est pas à 100% noir ou blanc, oui ou faux ou vrai. Vous devez utiliser ceci pour créer un tableau plus général de choses que vous devez rechercher. Lorsque vous voyez des articles ou un lien, un contenu qui est partagé en ligne, la première chose, ce sont, euh, c'est l'URL. S'il termine par LOCO, et pour CO, c'est très important, c'est pour les pays anglophones. Ça ne s'applique pas pour la Colombie, par exemple. Bien sûr, .offer ou .infonet, c'est beaucoup plus vraisemblable si l'URL se termine par cela que ce sont des choses illégitimes. Ou les organisations gouvernementales se terminent par .com ou .org. Ce n'est pas pour tout. euh, combiner ceci avec tous les autres éléments d'information. Mais c'est une façon de vous brosser un tableau plus général. Snopes.com a une liste des sites web de fausses nouvelles connues. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez vérifier sur snopes.com pour voir si le lien qui attire votre suspicion fait partie de cette liste. Vous pouvez également vérifier à propos de nous ou la section personnelle. Si un article vous semble suspect, cliquez sur à propos de nous dans le coin. Et soit c'est vague ou c'est très vague et ça ne dit rien de très spécifique, alors ça devrait être un drapeau rouge. Certains sites vous diront qu'ils sont des sites de nouvelles ou qu'ils sont des satires, ou qu'ils sont des hoax ou des blagues. Alors, si vous voyez cela, alors vous le savez. Bon, je ne dois pas prendre ça au sérieux parce que c'est une blague, ou ils vous disent que c'est une satire. Vérifiez également la date. Parfois, les articles sont viraux, reçoivent beaucoup d'attention, et ensuite, des années plus tard, ils réapparaissent à nouveau. Et cela crée une panique, une alerte. Mais si vous regardez la date, bon, ça remonte à il y a 7 ans. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous préoccuper au jour d'aujourd'hui, nécessairement. Vous pouvez également vérifier la signature. Parfois, vous cliquez sur sur le nom de l'auteur de l'article et cela dit, ils ont remporté un prix Pulitzer, ils ont remporté tous ces prix très impressionnants, des biographies impressionnantes. Mais ensuite, vous googlez le nom de l'auteur et et vous dites, est-ce qu'ils ont obtenu un Pulitzer? Eh bien, non, rien n'apparaît. Donc, c'est un drapeau rouge. Parfois, ces sites sont très paresseux. Ils utilisent la même photo pour pour plusieurs auteurs différents. Donc, encore une fois, combinez tous ces éléments. Si vous êtes comme moi et vous aimez la grammaire et vous lisez, euh, plus loin que la manchette, vous regardez le contenu de l'article et il y a beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de textes en majuscules. C'est comme si l'article vous criait dessus. Il y a beaucoup de points d'interrogation ou de points d'exclamation
côte à côte pour créer un sentiment de panique. Vous avez l'impression que l'article essaye de vous énerver. Eh bien, c'est quelque chose que vous voyez sur les sites faux. Parce que si c'est un vrai site, il y a, euh, il y a des gens qui vérifient les fautes d'orthographe et ils ne vous crient pas dessus en majuscule, les sites officiels. Et en parlant du contenu, nous allons dire qu'en tant que professionnel de la communication en particulier, nous allons lire au-delà de la manchette et voir ce que contient l'article. Parfois, le texte est tellement absurde que vous le savez. Il est impossible que ceci puisse être un vrai article. J'ai vu un exemple où ils avaient attribué une citation à un animal. Ils avaient dit que tel et tel dauphin avait dit telle chose. Bon, alors là, c'est clair. Et ils ont inventé des experts, ils inventent des organisations, ils inventent des citations, des organisations, des données, des chiffres. Ils inventent tout, toutes ces autres tactiques dont je vous parlais. Ils utilisent cela dans le contenu. Et ça prend davantage d'efforts et de temps pour lire et vérifier, mais vérifier sous cela, comparé aux agences des gouvernements, des Nations Unies et d'autres agences qui travaillent dans le domaine. Et voyez, est-ce que ces informations sont cohérentes ou non? Vous pouvez également rechercher les liens dans l'article. Si ce sont des liens qui ne fonctionnent pas, ou alors qui vous renvoient à d'autres sites web suspects qui disent que ce sont des nouvelles internes, c'est des sources alternatives de nouvelles, c'est un drapeau rouge. Regardez également les images, si clairement elles semblent avoir été modifiées. Elles sont floues, elles ont des bords irréguliers, elles semblent être générées par l'IA, elles semblent un peu étranges. Les mains, par exemple, sont bizarres. Et parfois, vous pouvez faire une recherche sur Google d'une image parce qu'ils ne sont pas très préoccupés par l'intégrité. Et donc, parfois, ils volent des images d'autres sites, des sites réels. Et enfin, cliquez sur le web, voyez s'il y a d'autres choses qui vous semblent suspectes, si, ou absurdes. Si, par exemple, vous dites quelque chose qui dit quelque chose sur les vaccins et les autres histoires concernent des kidnappings par des extraterrestres ou d'autres choses complètement euh, étranges, c'est un drapeau rouge. Vous pouvez également regarder sur la plateforme le type d'interaction. Donc, si vous voyez beaucoup de commentaires qui semblent être de robots où tout le monde dit exactement la même chose encore et encore, ou de trolls, ça peut être un drapeau rouge. Mais notez néanmoins que parfois, les trolls euh, s- commentent sur les contenus qui sont pour les vaccins également. Donc, encore une fois, il faut combiner tous ces éléments pour avoir un tableau plus général lorsque vous faites votre travail de détective. Et enfin, vérifiez vos propres préjugés. Nous avons déjà parlé du fait que vous avez des biais de confirmation. Si vous voyez un contenu et cela évoque une réponse émotionnelle très forte et vous disiez, ah, je savais que j'avais raison. Eh bien, regardez les autres éléments parce que peut-être que simplement on joue avec vos émotions. Et donc ne concluez pas automatiquement que c'est quelque chose qui est vrai, parce que alors là, vous le partagez avec tous des ressources vérifier les fautes. Snopes, factcheck.org, ABC font un excellent travail pour les, les informations. euh, et, et parfois, ils ont des sections qui spécifiquement concernent la santé ou l'immunisation. Donc, si vous voyez un élément de mésinformation qui vous semble quelque peu suspect, vérifiez sur un de ces sites. Bon, nous avons vu, il y a beaucoup de mésinformations sur les vaccins. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et ils nous trompent. Que pouvons-nous faire en tant que professionnels de la communication pour lutter? Eh bien, tout d'abord, nous allons être à l'écoute sociale sur les vaccins parce que on ne parle pas simplement de diffusion des informations, il s'agit de communication, ce qui était un processus dans les deux sens. Nous partageons les informations, mais nous sommes également à l'écoute de ce que les autres ont à dire, de ce que les gens disent et de ce qui évoque une réponse. Et donc, nous allons regarder
par exemple, sur les réseaux sociaux, les hashtags liés à l'immunisation et au vaccin pour vos pays. Suivez donc ces réseaux sociaux qui ont ce type de hashtag et suivez donc ceux qui sont pour, les comptes qui sont pour les vaccins et contre les vaccins, les blogs, les réseaux sociaux, les médias sociaux, parce que vous voulez voir ce qu'on dit de part et d'autre. Et tout contenu viral lié à l'immunisation, suivez cela de près. Vous voulez également regarder les médias euh, classiques, ce qu'on dit à la télévision, à la radio, dans les journaux, les magazines. Quel type de questions sont posées sur les vaccins pendant des conférences de presse? Les pages Contactez-nous ou les numéros verts, quels sont les types de questions? Quelles sont les choses sur lesquelles on fait rapport que que l'on voit sur ce type de site? Et les agents de santé. Si vous m'avez entendu parler pendant un autre webinaire ou une autre présentation sur la confiance dans les programmes d'immunisation ou la communication sur les vaccins, vous m'avez sans doute entendu parler de l'importance de travailler avec les travailleurs de la santé, les agents de santé. Ils sont ceux qui sont sur le terrain, non seulement parce qu'ils administrent les vaccins, mais ils également entendent ce que l'on dit sur les vaccins. Donc, si vous pouvez établir un mécanisme pour qu'ils vous fassent rapport, parce que si tout à coup, ils sont confrontés à des patients et tout le monde pose la même question ou propage la même rumeur qu'ils ont entendue sur un certain vaccin, eh bien, c'est une indication qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à corriger ou une situation à prendre en compte. Donc, c'est avoir cette forme de communication avec les travailleurs de la santé pour savoir, est important pour savoir ce qu'ils entendent et voient sur le terrain. Et encore une fois, c'est à deux voix, vous assurer que eux-mêmes ont les outils pour répondre à ce type de problème. Donc, alors que vous faites votre écoute sociale, et c'est quelque chose de continu, que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire une seule fois, et vous dites, bon, c'est fait. Non, non, on le fait en continu. L'une des approches que l'on fait, c'est euh, nier les fausses informations avant qu'elles ne se propagent. Ceci provient des créateurs d'un jeu qui s'appelle Go Viral, dont on va parler. Mais on dit, en exposant les gens aux tactiques derrière les fausses nouvelles, nous pouvons aider à créer une inoculation générale plutôt que d'essayer de contrer chaque message spécifique. Donc, contrer les messages, c'est avant même on commence même avant que les gens soient exposés à quelque chose. Vous les préparez donc, vous les inoculez à la mésinformation et à la désinformation. Cela peut également être quelque chose de thérapeutique, en ce sens que si quelqu'un a récemment été exposé à la mésinformation, mais il n'y croit pas vraiment, ses efforts vont vous aider également. Ces campagnes donc précoces, comment ça fonctionne? Tout d'abord, vous avertissez les gens, vous leur dites, il y a de la mésinformation sur les vaccins qui circulent, vous allez partager la vérité, ce que vous voulez qu'ils sachent, ça dépendra de ce dont vous parlez, mais ça dépend également des besoins du public et comment ils veulent recevoir l'information. Et donc, vous allez leur dire la vérité sur le vaccin, vous allez partager une version très affaiblie du mythe. Vous n'allez pas entrer dans tous les détails et présenter toute la fausse information pour ne pas lui donner trop d'attention. Ça, il ne faut pas le faire. Mais suffisamment pour qu'il sache de quoi vous parlez, pour que quand il voit ou entend ce message, il dise oui, c'est vrai, on m'en a déjà parlé. Vous pouvez indiquer toute tactique de mes informations, donc tout ce dont je viens de parler dans la première partie de ma présentation. Est-ce que vous avez vu comment on joue avec vos émotions ou comment est-ce que vous essayez de dire qu'ils veulent rendre un groupe spécifique d'individus responsables. C'est donc une théorie c'est donc une conspiration. Et vous voulez vraiment leur dire la vérité après. Donc c'est comme un sandwich. Vous commencez par la vérité, vous dites ce qu'il faut et ensuite la vérité à nouveau. Lorsque vous travaillez à l'alphabétisation numérique, et avec vos publics et vous aurez davantage de succès avec vos efforts d'avertissement précoce. Et donc voilà pourquoi ce que je vous disais est important, parce que ça vous empêche de devoir euh, chasser chaque mésinformation qui circule. Mais si vous pouvez enseigner à votre public comment repérer la mésinformation, comment en avoir conscience et connaissance, et augmenter leur
leur information, de sorte que lorsqu'ils sont informés, ils savent l'aspect que cela revêt et disent, ah, je n'ai pas confiance, ceci me semble quelque peu étrange, ça me semble pas être de l'information correcte. Vous serez plus efficace dans vos campagnes. Il y a déjà de très bonnes ressources qui existent et qui sont disponibles dans plusieurs langues, y compris l'espagnol. Bad News est en portugais également et en français. Vous pouvez les trouver en ligne et ces publications vous enseignent la façon de détecter les fausses informations. Cranky Uncle, c'est une autre publication qui est focalisée plutôt sur le changement climatique, mais les mêmes principes s'appliquent. Et il y a tout un cours d'ailleurs que vous trouverez dans cette publication et qui vous permet de savoir comment faire les choses. Donc, vous pouvez faire véritablement améliorer les choses et la façon dont votre public est à même de détecter ces fausses informations. Il faut également débusquer les fausses informations. C'est difficile parce que ça veut dire que quelqu'un aura déjà été en contact avec des informations fausses. Et si vous arrivez après le fait, eh bien, c'est plus difficile à faire, la faire changer d'avis. Les perceptions fausses sont difficiles à corriger. Le debunking, eh bien, vous devez à nouveau présenter la vérité et mener, diriger sur la base de la vérité et expliquer pourquoi et comment c'est un mensonge, ce qu'on a lu. Si vous le faites visuellement, vous voulez avoir un indice visuel très fort, en grand, vrai, faux. Répétez, répétez encore. N'hésitez pas à répéter et expliquer pourquoi une déclaration n'est pas vraie en utilisant les tactiques que l'on a déjà vues et répéter à nouveau la vérité. Il y a certaines personnes euh, ça ne vaut même pas la peine d'essayer de faire du debunking parce qu'en réalité, euh, cela les confirmerait dans leur opinion, car il va falloir répéter l'information fausse pour pouvoir la débusquer et expliquer comment le faire. Euh, Dans certains cas, il vaut mieux simplement ignorer la mésinformation. Rapidement, en général, lorsqu'on corrige la mésinformation à propos des vaccins, vous voulez être euh, impartial, ne pas euh, agir de façon telle à ce que les gens se sentent honteux de leur opinion. Il faut Bien sûr, nous pouvons utiliser un appel sentimental, émotionnel, pour rendre le contenu plus acceptable. Utiliser avec précaution tout ce qui a trait à la crainte. Il faut être prudent dans ce cas-là si on essaie de créer un contenu qui pourrait semer la crainte. S'il y a un négationniste qui, qui est constamment en train de partager une mésinformation à propos des vaccins. Il faut s'attaquer au mensonge, mais pas à la personne. Car les gens qui auraient déjà entendu, cette personne se sentirait attaquée également si vous attaquez le négationniste. Car il penserait, bon, j'ai déjà écouté cette personne. Et maintenant, vous l'appelez un idiot ou... Et donc, est-ce que ça veut dire que vous pensez que je suis moi aussi un idiot? Non, il faut s'attaquer au contenu, mais pas à la personne. On peut utiliser bien évidemment des illustrations visuelles pour le pré-bunking, le debunking. Simplement une photo, par exemple, d'un médecin, d'une infirmière. Vous pouvez utiliser des graphiques, des tableaux, des diagrammes. Tout cela est utile. Et c'est à vous de choisir. Tout contenu visuel peut être utile. Et bien évidemment, n'utilisez pas de jargon, quelque chose de trop scientifique. Les plateformes vidéo existent partout.
elles sont là tout le temps présentes. Pensez à TikTok, à Instagram. Euh, Tout cela est utilisé. Donc, nous devons, nous aussi, utiliser des plateformes. Ne créez pas de dégâts collatéraux à propos d'autres vaccins. Si il y a quelqu'un qui dit ne vous faites pas vacciner contre la grippe parce que ce vaccin utilise la technologie mRNA, vous, vous ne voulez pas dire non, non, pas du tout, pas du tout, ce vaccin n'utilise pas cette technologie. Si nous sommes focalisés uniquement sur cela, ça veut dire que nous critiquons les vaccins mRNA. Vous pouvez dire non, ce n'est pas vrai. Euh, mais de toute façon, ajouter, oui, ce sont des vaccins efficaces pour telle et telle raison. Donc, ne critiquez pas la technologie si vous n'êtes pas même de la corriger, de la mettre en valeur. On a démontré qu'il est important aussi de souligner le consensus scientifique en faveur des vaccins. Ceci est destiné aux agents de santé. Se focaliser sur l'effet de probant et dire la majorité de mes collègues appuient la vaccination, la majorité de la profession médicale, etc. C'est transparent aussi à propos des risques liés à la vaccination. Il existe d'ailleurs des informations, un guide d'ailleurs, qui existe sur le sujet, mais qui sont replacés dans le contexte correct. Et finalement, faites attention à la racine de la mésinformation. Qu'est-ce que cela vous laisse entendre à propos des préoccupations du public en général? Quelle est la préoccupation du public? Quel est le degré de confiance qu'ils éprouvent vis-à-vis des systèmes de vaccination et de l'ensemble du système de santé? Il faut également utiliser des renforts pour protéger les efforts de pré-bunking et debunking. Vous devez continuer de le faire auprès de votre public, car les effets peuvent s'estomper après un mois ou deux. Ne l'oublions pas. La mésinformation a besoin d'autres personnes pour être disséminée, divulguée. Si on parle de pré-bunking, essayez de corriger les médias là où vous le pouvez afin que lorsque les gens verront une mésinformation sur la vaccination, eh bien, ils ne le feront pas s'ils auront été mis en contact du pré auparavant. La collaboration est cruciale. Des études multiples ont démontré que lorsqu'il s'agit de vaccins, la perception du public, le degré de confiance vis-à-vis de la source est aussi important, pour ne pas dire encore plus important que la perception d'expertise, de savoir-faire véritable, de connaissance. Il est important que l'audience ait confiance dans la personne qui transmet l'information, plus même que s'il s'agissait d'un expert. Les agents de santé, tous ceux qui interviennent dans le domaine de la santé, sont les sources les plus fiables d'informations sur les vaccins et la vaccination. Donc, collaborons avec ces personnes, offrons-leur une formation si nécessaire, une formation en matière de communication, de comment débusquer les mauvaises informations, etc. Non pas que ces personnes, ces agents de santé sont très occupés, donc il ne faut pas non plus les surcharger d'informations. Leur expliquer simplement, expliquer où ils peuvent trouver des informations fiables. Pensons également à d'autres influences avec lesquelles on peut travailler pour faire passer le message à propos de la lutte contre la mésinformation de la vaccination. Utiliser des ressources fiables euh, dans lesquelles on a confiance. Très souvent, d'ailleurs, les influenceurs ne vérifient pas la véracité des informations, ne l'oublions pas. Voilà, je vous remercie de votre attention et Laetitia, je vous rends la parole. Merci, Lorraine, de cette euh, présentation excellente et je repasse à l'espagnol. Merci. Nous avons vu les réactions des participants pendant que vous faisiez votre présentation. Nous avons reçu déjà un commentaire à propos de la présentation et deux questions. Mais je vais vous donner le temps pour
euh, boire un petit peu d'eau. Pourriez-vous nous dire quels sont ces guides, ces ressources supplémentaires que l'on va bientôt publier, que l'OPS va bientôt publier? Et je rappelle à tous les participants que la présentation est disponible en espagnol et en anglais et vous pouvez la trouver dans le chat de ce webinaire et y avoir accès. Lorraine, merci et merci à tous ces questions. Oui, ce matériel existe déjà, il a déjà été écrit, on est à diverses étapes de la publication. Il y a un guide pour les communicateurs. Donc vous, un autre pour les éducateurs que vous pouvez utiliser avec les parents, avec la communauté, en salle de cours. C'est destiné aux enseignants essentiellement. Nous avons un guide aussi pour les directeurs du programme élargi de vaccination et tous ceux qui y participent, qui est destiné aux agents de santé. Nous vous avons entendu et nous savons, vous l'avez dit, que ce sont des thèmes que nous devons prendre en compte. Et nous avons donc un autre guide aussi pour les agents de santé. Nous avons des publications, euh, des formulaires, disons, des dépliants, pas très longs, mais destinés par exemple aux journalistes. Et un autre est destiné aux influenceurs. Tout cela va être disponible sur la page Internet de l'OPS avec tous les outils disponibles et que vous trouverez euh, dans la boîte de chat. Quelqu'un qui dit que l'audio a disparu après la première présentation. Enfin, je ne sais pas dans quelle langue il n'y avait pas de présentation. Moi, j'ai écouté toute la présentation dans chaque langue et vous pourrez la retrouver donc. Il y a d'autres questions. Federico nous demande comment dans l'optique d'industrie pharmaceutique, on m'a éduqué euh, à propos de la vaccination pour générer confiance. Oh, ce n'est peut-être pas un travail qui doit avoir lieu au niveau des compagnies pharmaceutiques. Très bonne question, difficile d'y répondre d'ailleurs. Bien sûr, il y a une méfiance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. On pense souvent, oh oui, ils créent des vaccins parce qu'ils essaient de vendre leurs produits. On peut peut-être forger un partenariat, on collabore au niveau local avec les pharmacies. Enfin, je ne sais pas vraiment ce que je peux dire pour répondre à cette question. Oui, c'est un travail commun. Enfin, faire le suivi de ce qui se passe au niveau de l'industrie pharmaceutique, voir comment leur comportement a une influence sur le degré de confiance. Euh, une autre question de Ronald Alvarado. Comment peut-on savoir comment faire un pre-bug, donc une débusquer de façon préventive les fausses informations qui viennent de soi-disant experts? En d'autres termes, comment prévenir que l'on publie ces opinions, fausses opinions d'experts, experts entre guillemets? Vous voulez dire un faux expert ou quelqu'un qui s'invente un statut d'expert? Eh bien, on fait la même chose qu'on ferait pour d'autres négationnistes ou critiques de la vaccination. Mais il faut être très prudent lorsqu'on s'attaque à une personne, lorsqu'on la nomme, la mentionne nommément. Ça peut avoir
des réactions contraires. Un expert, quelqu'un que vous ne considérez pas un expert, mais soyez très prudent. Critiquez l'opinion de cette personne, ce qu'ils ont dit, mais ne critiquez pas la personne, même si vous pensez que c'est un faux expert. Toute personne qui respecte cet expert, cette personne, se sentira aussi attaquée et jugée par vous. Donc évitez-le. Merci Lorraine. Une autre question de Lourdes Ramirez. Récemment, tous les cas d'AVC sont attribués au vaccin de la COVID-19, spécifiquement AstraZeneca. Et donc, comment répondre aux amis et à la famille sur ces questions? Je l'ai vu. Et également dans certaines régions, mais on dit, on soupçonne, mais on ne semble pas être clair et de dire qu'il y a un lien clair. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'équipe de l'innocuité vaccinale qui est connecté, je ne sais pas. Il y a deux éléments. La partie sur la sécurité, l'innocuité vaccinale, et en particulier en matière de la COVID, il y a l'autre élément, à savoir quel vaccin, le vaccin qui est cité, oui, lorsque, lorsque tous les vaccins étaient diffusés euh, à l'époque, donc pour la COVID, nous disions à tous, de fait, nous avons fait une campagne à l'OPS, que nous disions que le meilleur vaccin est le vaccin qui est disponible. On disait, c'est le vaccin que vous avez, le vaccin que vous pouvez vous mettre dans le bras, c'est le bon vaccin. Parce que vu même avec des effets parfois négatifs d'un vaccin, les vaccins ne sont pas approuvés si, si le niveau de risque est plus élevé que les bénéfices. Et donc, les bénéfices sont beaucoup plus élevés. Et je pense donc, si votre ami ou quelqu'un dans votre famille a peur, il faut mettre en perspective les risques. Nous connaissons les risques associés au vaccin. Les gens meurent. Nous connaissons les risques associés à la COVID. Les gens meurent de la COVID, ou ils ont des effets qui durent des mois, des années. Nous connaissons donc les risques. Ces risques sont tout à fait sérieux et conséquents. Les risques liés au vaccin existent parfois, mais ce ne sont pas des très grands risques par rapport au risque de tomber malade, qui est beaucoup plus élevé. Si vous voulez davantage de détails sur comment communiquer sur les risques liés au vaccin, nous avons un guide que nous avons publié il y a 2 ans peut-être, ou l'année dernière, qui est disponible sur le site web. Nous avons également organisé des webinaires sur cette question. Et les enregistrements sont disponibles sur le site web. Et il y a donc des conseils concrets sur comment aborder ce type de considération. Je ne sais pas si on peut mettre ce matériel dans le chat. Il se fait, il se fait tard. Et il y a trois autres questions. Je vais essayer de les résumer. On demande s'il y a des ressources juridiques pour réduire la désinformation des organismes publics de santé. Je soupçonne que cela dépend du pays, de la législation nationale. Et il faut être prudent parce que un autre collègue demande quelle opinion avez-vous sur les professionnels de la santé qui eux-mêmes ne sont pas convaincus quant aux bénéfices des vaccins et qui figurent dans l'équipe de la santé. Ça a été un thème sur lequel vous avez travaillé, les travailleurs de la santé avec des champions autour de ces considérations. Oui, la première chose que nous devons prendre en compte, c'est que les professionnels de la santé, les travailleurs de la santé, s- sont des êtres humains comme nous. Et
ont donc leurs propres questions, leurs propres doutes et sont exposés à la même désinformation que nous. Ils sont sur les mêmes chats et il y a eu plusieurs études qui ont essayé de faire de la recherche et de comprendre pourquoi. Parce que chez les agents de la santé, il y a des doutes et de la résistance. Et que peut-on faire? Dans le guide que nous allons publier pour les responsables des campagnes vaccinales, euh, ceux qui parlent avec leurs patients, mais il y a un guide que nous publions. Et, il y a toute une section sur cela. Donc, ce que peuvent faire les responsables des campagnes vaccinales si leurs propres agents de santé ont leurs doutes et résistances. Eh bien, que faire? Une chose que j'ai mentionnée, c'est vraiment souligner le consensus scientifique sur les vaccins. C'est quelque chose qui a vraiment, qui convainc le plus, qui convainc le plus les travailleurs de la santé. Les études montrent qu'il y a d'autres initiatives que l'on peut prendre dans les centres de santé, les cliniques, dans les lieux du travail, pour les agents de santé, pour augmenter la confiance, parce que ils ont peu de temps à consacrer à cela, mais il y a toute une section. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte. Si vous avez une conversation avec un collègue qui se pose ces questions, il est important euh, de prendre en compte tout ce que j'ai mentionné, de manière à les aborder de manière sympathique, ne pas préjuger, être ouvert, toujours laisser la porte ouverte, parce que parfois, ce ne sont pas des conversations fréquentes. Il y aura une seule conversation. Enfin, ne pensez pas qu'il y aura une seule conversation. Non, laissez toujours la porte ouverte et continuez d'essayer de les convaincre. Mais il y a eu beaucoup de recherches en la matière. Je voulais donner la parole au docteur Salas, qui a levé la main il y a quelques instants. Je ne sais pas si c'est sur ce point-là ou sur la sécurité vaccinale. Oui, merci, Laetitia. Eh bien, ce que je voudrais tout d'abord dire, c'est qu'avec les vaccins de la COVID et avec beaucoup de vaccins qu'on a appliqués à des grands secteurs de la population pour la COVID, c'est pratiquement toute la population qui a été couverte au début. Il est clair que lorsqu'on applique un vaccin à toute la population, notamment chez les jeunes, il peut y avoir des processus inflammatoires au niveau cardiologique ou des problèmes cardiologiques qui se développent, y compris que ce soit le vaccin de la COVID ou d'autres. Mais quand on applique un vaccin en masse comme cela, beaucoup des personnes qui, par exemple, auront un incident diabétique, on dit c'est parce qu'on a appliqué le vaccin. Non, le vaccin a été appliqué à toute la population et certaines personnes vont développer des des problèmes de santé. Et donc, ceux qui veulent propager euh, la désinformation veulent profiter de ces hasards. Euh, et c'est quelque chose qui se fait par hasard, qui n'est pas une cause. Il faut reconnaître la différence. Les, les vaccins présentent des risques. Lorsque vous achetez un médicament, il y a toujours tout- une liste des risques qui peut affecter un petit pourcentage de la population très réduit, mais toute intervention médicale de ce type ou pharmacologique présente ces risques. Mais dans le cas des vaccins, les vaccins sont très sûrs et la plupart des effets négatifs que nous observons, la majorité sont locaux sur le site de l'injection, un mal-être transitoire, mais ces effets qui sont, qui ne sont pas permanents, ce qu'ils nous indiquent, en fait, c'est que le vaccin développe les anticorps, les petits soldats du système immunitaire qui va lutter contre le virus, donc la grande menace. Donc, je voulais indiquer cela. Et bien entendu qu'à l'OPS, nous travaillons pour éduquer et faire comprendre les travailleurs de la santé que, des éléments qui concernent la, les vaccins. Et ils sont passés par une médecine qui est basée par la médecine. Ils ont étudié la médecine et donc nous préparons du matériel et du travail stratégique pour pouvoir contrer
ce manque de sécurité ou de confiance que peuvent manifester certains professionnels de la santé lorsqu'il s'agit de recommander ou d'accepter les vaccins. Certains en profitent, comme le disait Lorraine, pour devenir populaires. Certains médecins rédigent des livres. Ils utilisent donc cela pour chercher à devenir célèbres. Et ce n'est pas qu'ils pensent eux-mêmes que les vaccins ne sont pas efficaces. Merci, docteur Salas. Merci, Lorraine également. Je vois qu'il y a d'autres commentaires, surtout beaucoup de volonté de travailler en matière de réticence du personnel de santé et d'autres initiatives. Nous avons dépassé un petit peu du temps prévu. Merci beaucoup à tous de votre participation. Vous aurez par la suite accès à l'enregistrement. Merci d'avoir pris le temps d'être des nôtres et à notre écoute et d'avoir partagé vos points de vue quant à la façon d'aborder la désinformation en matière d'immunisation. Il y a davantage de ressources pour vous appuyer dans vos travaux qui seront disponibles sous peu, comme cela a été déjà dit. Et voilà, nous allons continuer de travailler sur ces éléments à vos côtés. Merci à Lorraine et au docteur Salas et merci à tous ceux qui ont permis à ce webinaire d'être organisé et à tous les participants. Merci beaucoup et nous restons en contact. Au revoir.